Donc voilà. Hello, how are you? Ok, donc là, on va faire les derniers éléments euh, à prendre en compte pour l'épreuve. Euh, donc évidemment, je vais répondre à vos questions. Et pour répondre à vos questions essentielles sur le sujet euh, d'aujourd'hui. Du coup, euh, on va, euh, on va reprendre ça. Donc, on va reprendre les composantes de l'épreuve en premier lieu. Donc, je vous rappelle ce qui vous est fourni. Quand vous arrivez le jour de l'épreuve, on va vous remettre un dossier euh, avec 4 à 5 documents. En ce moment, là, c'est plutôt 4 documents, mais en fait, vous pouvez même avoir 7 documents au total dont un document iconographique, c'est-à-dire une image ou un graphique, un document iconographique enfin, qui est essentiel pour le dossier, c'est-à-dire que vraiment, vous ne devez pas oublier de le traiter, mais il ne faut pas oublier que ce document iconographique euh, va aussi vous permettre de faire le commentaire de document iconographique, donc qui est la deuxième épreuve, qui est une épreuve, enfin, qui est dans cet élément, qui est la partie en anglais que vous allez devoir faire. Mais dans votre note de synthèse, vous ne devez pas oublier de traiter le document iconographique parce que tous les documents euh, doivent être utilisés dans les 2 parties de votre note de synthèse. En général, on fait un plan en 2 parties parce que c'est plus efficace. Voilà. Et vous n'avez pas le temps de faire 3 parce que vous avez que 250 mots, donc c'est pas possible. Donc, vous allez avoir 3 heures pour faire le travail. En 3 heures, vous devez faire une note de synthèse en français, euh, entièrement en français. Donc, c'est 250 mots à plus ou moins 10%. Euh, je, je regardais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Hello madame. Je ne sais pas si c'est des étudiants à moi qui rejoignent le groupe en fait, parce que ce n'est pas clair. Bon, donc du coup, plus ou moins 10%, 250 mots à plus ou moins 10% avec une problématique. J'ai écrit une problématique 2 fois, mais c'est un plan et une conclusion. Euh, voilà, donc c'est une problématique, un plan, une conclusion. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est votre déroulé. J'essaie de, hop, je vais essayer de modifier ça. Une problématique, un plan, une conclusion. Bonjour, Taylor, bonjour. Alors, du coup, une problématique, un plan, une conclusion. Euh, hop, on va remodifier ça, hein, pour que ce soit tout de suite fait. Euh, voilà. Donc, quelque chose de structuré, de développé, donc avec un développement et structuré puisque vous avez bien une conclusion. C'est une phrase, votre conclusion, ça doit être très très court parce que vous n'avez pas d'autre chose à faire, euh, mais ça doit être quand même fait. Cet élément-là, évitez, euh, évitez. Alors la première chose, c'est vous prenez position, c'est-à-dire vous devez certes pour faire votre note de synthèse utiliser uniquement les idées présentes dans les textes. Mais vous allez devoir donner une orientation. Il ne faut pas oublier que la note de synthèse, c'est par excellence un exercice professionnel, je vous le dis à chaque fois, je le redis, je vous le rappelle, je répète, c'est-à-dire qu'il faut être capable de présenter de façon structurée des idées qui ne sont pas les vôtres, euh, en donnant votre orientation, c'est-à-dire en mettant en avant ce que vous favorisez comme point de vue. D'accord? Exactement comme si on vous demande de choisir une imprimante, vous utilisez le descriptif de chaque imprimante, mais vous le faites de telle manière que tout le monde se dise la meilleure imprimante, c'est celle-ci. D'accord? C'est ça l'idée. Donc,
Vous devez faire ça en 250 mots, à plus ou moins 10%. Vous voyez que c'est quand même une gageure. Parce que ça veut dire que vous devez être bref, concis et efficace. Vous devez faire votre plan. Vous m'évitez les plans bateaux du type avantage, inconvénient, euh, euh, qualité, limite, enfin, etc. Ça, c'est pas intéressant. Faites plutôt quelque chose, si vraiment vous n'avez pas d'idée, faites plutôt quelque chose qui va fonctionner souvent, c'est économique, social, euh, euh, entreprise particulier. Et là-dedans, vous faites votre va-et-vient entre le positif et le négatif. Mais vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus efficace. Si vous dites, euh, d'un point de vue économique, la révolution numérique nous permet d'avancer, mais en même temps, euh, ça détruit des emplois parce qu'il y a besoin de moins de personnes, etc., etc. Donc, si vous le faites en va-et-vient directement dans vos phrases, ça va être beaucoup plus efficace. D'accord? Et du coup, cette conclusion, où là, vous pouvez vous permettre un point de vue un peu personnel, mais vous en faites pas, vous n'écrivez pas 3 pages, faites une conclusion qui doit faire 1 à 2 lignes, qu'elle soit efficace. Donc, respectez le nombre de mots, citez le nombre de mots, et bien sûr, citer les textes à chaque fois. Donc, on reviendra dessus. Ça fait partie des conditions de l'épreuve. C'est absolument indispensable. C'est-à-dire que vous devez citer les textes. Vous avez ensuite votre analyse de documents iconographiques qui, elle, se fait en anglais. Donc, il ne faut pas vous tromper. La note de synthèse, c'est en français, c'est-à-dire vous lisez des textes en anglais et vous allez nous les redonner en français, nous donner les idées essentielles en français. Donc, c'est ce qu'on vérifie, c'est votre compréhension des documents. Et ensuite, vous avez en anglais euh, votre commentaire de document iconographique, donc 150 mots à plus ou moins 10%, en respectant ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est que vous faites après avoir fait votre introduction, c'est-à-dire vous allez présenter vos documents, votre document iconographique en disant This is a cartoon published in, vous donnez le journal, on, vous donnez la date, dealing with, vous donnez le thème qui est abordé, ça parle de quoi? Vous dites tout de suite, ou si vous voulez, vous allez même plus loin, denouncing, parce que vous n'allez pas ménager le suspense, vous dites tout de suite ce qui est dénoncé, ce qui est mis en avant et ce qui est travaillé là-dedans. Et là, après, vous devez faire, c'est la règle. Je sais que des fois, vous avez du mal avec ça, mais c'est la nouvelle règle. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille l'alternance. L'alternance, ça veut dire, vous respectez cette alternance entre euh, une phrase de description, une phrase d'analyse-interprétation. Euh, Donc, vous devez tout le temps faire ce va-et-vient pour respecter cette alternance où vous faites une analyse. The document denounces the abuse of benefits by a certain category of person because we can see, gna, 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 et là, vous faites votre description. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par la description, mais vous devez bien faire cette alternance entre les deux. Donc, une phrase de description factuelle, une phrase d'analyse. Une analyse, euh, c'est pas, c'est vraiment utiliser vos connaissances pour parler de choses qui ne sont pas dans le texte. Si vous me dites, we can see a man dressed in a suit, so we can assume he's the boss, c'est pas une analyse. Ça reste assez proche du factuel. So, we can see a man dressed in a suit um, who must be the boss, okay? So we can um, deduct from that that the document is denouncing bad temper in managers, par exemple. Là, on fait une analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des hypothèses qui sont un peu poussées. D'accord? Ça, c'est ces éléments-là. Donc, vous respectez bien cette alternance. Faites une conclusion, c'est pareil. Ça doit y avoir une introduction. Là, pour le coup, vous n'avez qu'un paragraphe parce que c'est 150 mots, très très vite, 150 mots, et une conclusion, so we can say that.
Si jamais votre document iconographique, euh, il n'y a pas grand-chose, ça c'est la nouvelle tendance, donc vous allez le prendre, c'est-à-dire qu'en fait, on vous, on- je ne vais pas dire qu'on vous prend pour des idiots, mais des fois c'est un peu l'impression, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne des documents qui sont hyper simples. Dans ce cas-là, oui, alors oui, faire que de la description factuelle ou que de l'analyse, ça vous porte préjudice. Oh, que l'analyse, on va le nuancer, parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Mais que de l'analyse factuelle, vous n'aurez pas les points. C'est-à-dire qu'en fait, on vous notera maximum sur 4. 4 sur, 4 sur, alors, 4 sur 10 ou 40 sur 100, puisque nous, on note sur 100. Et c'est pareil, ça vous fera que 4 points sur 10, partant du principe que votre anglais est parfait pour avoir 4 points. D'accord? Parce que l'analyse factuelle, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Si vous faites que d'écrire, alors c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la description doit être une description interprétable. Si vous avez un salon et que vous me dites I can see curtains, mais que ça n'a aucun intérêt parce que s'il n'y a rien d'exploitable sur le plan de l'analyse, euh, ça ne nous intéresse pas. Si vous avez les couleurs, de dire it's blue, euh, si ça ne peut pas être interprété, ça ne sert à rien. D'accord? Gardez ça en tête. La description est une description analysable. OK? Donc, euh, dans dans le devoir blanc que j'avais donné, il y avait c'était sur la protection sociale. Donc en fait, on voyait, et sur les congés paternité, vous avez la description d'un poulailler. Si vous avez un poulailler euh, qui est, euh, qui est décrit, vous n'allez pas m'expliquer la couleur du poulailler, que le poulailler il est fait de paille en haut, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc, dans ces images qu'on vous donne, qui sont très très faciles, c'est les nouvelles images, et donc qui sont vraiment hyper faciles à interpréter, vous n'avez plus grand-chose à dire. Donc là, en l'occurrence, si vous avez bien commencé en décrivant tout ce que vous avez décrit, alors c'était un thème qu'on avait eu, là, il y a par exemple, vous aviez eu ce thème sur Corporate Social Responsibility, où en fin de compte, on parlait euh, en fait, on parlait des égalités salariales hommes-femmes. Donc, vous aviez, pour faire la description d'image, un homme dans une cahute qui donne les salaires, une femme qui dit, je n'arrive pas à croire que je touche euh, euh, 20% de moins que les hommes, et une femme noire à côté qui disait, stop bragging, donc arrête de te vanter. Sous-entendu, les femmes noires touchent encore moins que les femmes blanches. Alors, cet élément-là, on va donner ces éléments-là. C'est très vite décrit. I can see a man handing um, checks to women, donc, which can be interpreted by the fact that it's always men who are in charge of paying women, so that it is men who are holding the power of wage and finance. Première interprétation. There's a woman who is dissatisfied with her wage. Ça, c'est de la description, en fait, encore. Euh, donc, vous ne citez jamais les éléments dans l'image, vous ne citez jamais vous ne citez jamais les citations que vous avez dans le texte. S'il y a des éléments dans une bulle, vous ne le citez pas, vous l'interprétez, vous l'analysez. Euh, euh, Ensuite, vous ne comment dire, euh, c'est pareil. S'il y a une légende, vous ne la citez pas, vous l'interprétez directement. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous ne devez pas mettre les citations. Et si vous avez plusieurs petites bulles, pareil, vous ne citez pas toutes les bulles ou vous ne décrivez pas toutes les petites images.
vous faites une description globale de ce qui se passe. Donc, vous devez donc faire cette description. Donc là, on dit par exemple cette femme, um, there's a woman who is dissatisfied with, who explains that she is dissatisfied with her wage, which can be attributed. Vous voyez, je fais une explication. Which can be attributed to the fact that um, some economists consider that there's a women pay gap, which means that women would be paid 20% less than women. Um, and we realize that that reality is even worse in the United States for Black or African American women who are paid even less. Voilà, donc là, on a fait toute la description des matchs. Il n'y a rien d'autre à décrire. Donc, on ne va pas parler de la couleur de leur jupe ou etc. parce que ça n'a aucun intérêt sur notre thème qui est de l'économie et du droit en anglais. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a des thématiques d'économie, des thématiques de droit. Donc, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, en fait, là, vous allez pouvoir rentrer dans l'analyse. Et donc là, vous allez pouvoir faire une partie analyse. Euh, oui, en fait, vous pouvez mettre la, voilà. Donc la partie analyse, quand vous avez, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, on attend la deuxième partie de la séance quand vous avez fini la présentation. Je ne comprends pas. Non, mettez toutes les questions au fur et à mesure, ça, c'est pas gênant. Je vais prendre la fin de l'épreuve, je vais juste présenter le document. OK. Donc, en fait, là, la dernière partie de l'épreuve, c'est le courrier professionnel. Donc, le courrier professionnel, ça peut être soit, euh, donc c'est pareil en anglais. Et donc, l'anglais, c'est pareil, 150 mots à plus ou moins 10%. Et donc, c'est soit un email. Dans ce cas-là, vous respectez toutes les entêtes d'email. Vous faites la simulation d'une entête d'email. Euh, euh, oui, alors je reviens. Première partie, on décrit factuellement, puis deuxième partie, on analyse. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Ce n'est plus autorisé, ça. Avant, c'est ce qu'on faisait. Mais maintenant, vous devez faire l'alternance. Euh, Ça a été une décision, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas dire que c'est justifié, parce qu'effectivement, il y a des fois, vous êtes obligé de faire une phrase de description. I can see a man dressed in a suit who must be the manager. Et après, phrase d'analyse. We can assume that the document is denouncing the bad temper of managers, par exemple. Ensuite, je passe à une deuxième phrase de description. We can see people sat waiting for um, uh, or looking at the manager. We can assume that it shows that employees do not dare to react to abuse. Description factuelle, c'est ce qu'on voit. C'est ce que je viens de dire dans les phrases. Description factuelle, c'est I can see a man dressed in a suit. That must be a manager. We can assume that it announces. Et ça, c'est la partie analyse. We can assume, c'est la partie analyse. OK? Mais on est obligé de faire une phrase d'analyse et une phrase de description, ou une phrase de description, une phrase d'analyse. Mais on ne peut pas faire toute une partie. Maintenant, on ne peut plus faire There is a man dressed in a suit. He is surrounded by people sat around him. That must be employees. They are silent while he is obviously upset. Et après, deuxième partie, je fais une analyse. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire toute la description dans une première partie, toute l'analyse dans dans une, dans une deuxième partie. On doit faire une phrase de description, une phrase d'analyse. C'est seulement une fois que vous avez fait cette alternance, une phrase de description, une phrase d'analyse, si vous n'avez pas assez de mots, que vous allez être autorisé à développer sur le thème abordé, mais que vous avez déjà présenté dans l'introduction. Et ça, c'est parce qu'en fait, on vous donne maintenant des documents qui sont beaucoup trop faciles, donc il n'y a pas beaucoup de descriptions à faire. Et du coup, il n'y a pas beaucoup, vous êtes obligé d'utiliser votre culture générale pour pouvoir développer. Voilà, pas de description factuelle si elle n'est pas suivie d'une analyse. Par exemple, dire
she has a black, the woman is wearing a black skirt, ça va rien vous rapporter. Parce qu'en fait, on s'en moque que vous soyez capable d'utiliser le mot skirt et le mot black. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous, on veut voir, c'est si dans une situation professionnelle, vous allez être capable de présenter des éléments professionnels. D'accord? Donc, des éléments qui sont en référence avec l'économie. I can see a man dressed in a suit. He must be the manager, which could point to the fact that, euh, par exemple, en fait, je pense à une image où en fait on parle de sharing economy. En fait, on voit des chauffeurs Uber qui portent des haillons et on voit des hommes qui portent des costumes. Donc, en fait, on pourrait dire it points to the fact that uh, uh, some people make more money out of uh, donc the fact that the Uber drivers are dressed in rags and a man is dressed in a suit points to the fact that um, uh, there's uh, uh, there's inequalities in the sharing of the money. Voilà. S'il n'y a pas d'analyse derrière, on s'abstient de décrire. Si on ne peut pas analyser, on s'abstient de décrire. C'est pas, on n'est pas en train de passer une épreuve du bac où en fait tout ce qu'on veut, c'est savoir si vous êtes capable de décrire une image. On n'en est plus là. Voilà, ça, c'est le document iconographique. Le document iconographique, ça veut dire une image. Ça pourrait être un graphique hein, aussi. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt des cartoons. Ça pourrait être un graphique. Donc, être capable de dire there's a bar representing that, there's a line representing that, etc., etc. OK? Ça, c'est pour l'iconographique, oui. Donc, maintenant, passons au courrier. Donc, le courrier, soit email, soit lettre. Donc, dans tous les cas, on doit respecter les codes de cet élément-là. Avec plaisir. Donc, le code, hein, c'est que si vous avez euh, un email, vous devez mettre from, to, date, et vous devez essayer d'utiliser des adresses mail britanniques ou américaines, etc., etc., ou d'entreprise si on est créé à une institution. Si c'est un courrier, vous devez mettre la mise en page. Donc, vous regardez dans notre cours Fishben. Là, les cours Fishben, ils sont bien faits sur ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une vidéo rien que sur la méthodologie là-dessus. Donc, si vous n'avez pas cet élément-là, reprenez-le, allez voir les cours Fishben sur la méthodologie de l'analyse du document iconographique ou l'analyse du courrier professionnel ou la mise en œuvre du courrier professionnel. Vous avez tout, vous n'avez pas uniquement le cours, vous avez aussi tous les aspects méthodologiques. Donc, vous avez d'abord un cours méthodologique. Là, moi, je vous fais un rappel. Et il faut que vous regardiez ça si vous ne le connaissez pas. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous allez re-regarder cet élément méthodologique que vous avez dans les cours Fishben. En fait. Donc, vous avez cet élément-là qui est où vous avez les règles de formatage. Parce qu'en fait, sur le courrier, la moitié des points, c'est le formatage. D'accord? Donc, vous regardez ce format et vous allez avoir les salutations et ces éléments-là. Donc, si on avance là-dessus, avant de problématiser, bon, ça, le problématiser, c'est pour les éléments. Donc, en fait, vous devez bien respecter le format, mais en fait, je vais vous en reparler après sur problématiser. Il faut que j'avance parce que ça va bientôt faire une demi-heure et il y a quand même encore pas mal de choses à voir. Donc, on va avancer un peu. Donc, problématiser, ça, c'est très important pour la note de synthèse. Pour la note de synthèse, ce qu'on attend de vous, c'est que vous donc, en fait, il faut prendre en compte ce qu'on appelle problématiser. Problématiser, c'est un élément où, en fait, vous allez donner des arguments. D'accord? Donc, euh, il faut faire la différence entre une question euh, et qui est très vague, donc qui n'a aucun intérêt, euh, et une question qui est très vague. Pardon, j'ai vu une erreur, ça m'embête. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une question de cours, une question qui est posée, c'est une question de cours. Si on vous dit, si vous dites, nous allons voir les enjeux de la protection sociale,
Ça n'a pas d'orientation, ça n'a aucun intérêt. Vous devez mettre en avant euh, euh, votre euh, problématique personnelle. Donc, c'est-à-dire, une problématique, c'est ce qu'il y a à vous. C'est l'angle que vous allez donner. Vous devez donner un angle à votre sujet. Et donc, vous devez énoncer votre problématique en disant, par exemple, dans ce document, nous allons mettre en avant, dans cette note de synthèse, enfin, vous n'avez pas assez de mots pour ça, mais vous allez dire, il est intéressant euh, de mettre en avant pourquoi la protection sociale ne fonctionne plus. Là, vous l'orientez directement. Ou pourquoi il y a une crainte d'abus de la protection sociale. D'accord? Là, vous l'orientez directement. Vous voyez bien que est-ce que vous sentez la différence entre les enjeux de la protection sociale, où en fait je ne sais pas où vous allez, où je n'ai pas d'orientation, et la protection sociale est remise en question et où on redoute que certains abusent de la protection sociale. Vous voyez comment c'est orienté ça ou pas? Vous voyez la différence entre les deux? Ça, c'est très important. Après, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de plan miracle. Donc, en fait, vous devez trouver un angle pour votre sujet. Euh, voilà. Et donc, votre plan sert à démontrer votre problématique. Et donc, en fait, si vous me mettez quelque chose comme euh, avantage limite, en fait, vous ne démontrez rien du tout. Vous n'êtes pas dans une démonstration. Donc, pour démontrer quelque chose, vous devez avoir une problématique qui est orientée, un angle personnel et orienté, et vous devez, du coup, euh, avoir un plan qui va aborder des thèmes, mais qui, pareil, va mettre en avant que votre problématique, c'est la bonne. Que ce que vous voulez me dire, c'est la chose qui est la plus intéressante. D'accord? Ça, c'est très important, la problématique. Quand c'est structuré, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Et vous devez donc choisir vos arguments en fonction des idées que vous avez dans les textes. C'est-à-dire que vous allez devoir regrouper les arguments qui sont dans les textes. Donc, en fait, dans les cours Fishben, je vous ai mis ce qu'on appelle un tableau synoptique. Allez chercher ça, utilisez votre tableau synoptique, redessinez-le le jour de l'épreuve pour pouvoir mettre les arguments qui sont présents dans chaque texte et les regrouper ensemble. Et donc, vous allez devoir mettre ça ensemble une fois que c'est fait. On avance là-dessus. Donc, en fait, pour prendre en compte ça, vous devez prendre en compte les attentes des correcteurs. Donc, les attentes des correcteurs, c'est un élément dans la note de synthèse, c'est structure et qualité de votre synthèse. Donc, en fait, elle doit être bien structurée. Vous devez mettre en élément en avant les choses. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas juste lister des idées. Vous n'allez pas faire ce qu'on appelle des bullet points. Ça, c'est ce que j'ai mis. Moi, je vous mets des bullet points parce que c'est une présentation. Vous n'êtes pas en train de nous faire ça. Vous ne nous faites pas une présentation. Donc, pas de bullet points. D'accord? Euh, Vous devez euh, faire un élément euh, structuré, de qualité, avec une bonne qualité de français, c'est-à-dire vous allez faire des phrases. Donc, vous devez remettre toutes les idées ensemble. Une synthèse, ça veut dire qu'en fait, vous allez associer toutes les idées qui sont ensemble et vous allez opposer toutes les idées qui ne vont pas ensemble. D'accord? Et donc, comme vous allez regrouper, vous allez mettre entre parenthèses des références au texte. Ça, je vous en parle après. C'est-à-dire que dans une synthèse, on ne met jamais d'exemple, on ne dit pas par exemple, on ne dit pas comme gna gna gna, ni de citation. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui parlent, vous ne citez pas ce qu'ils nous disent. D'accord? Euh, et donc, vous ne mettez pas non plus de parenthèse. Si vous mettez une parenthèse, par définition, ça veut dire que c'est une idée qui n'est pas primordiale, donc qui ne relève pas de l'essentiel. C'est pour ça que vous devez sélectionner l'essentiel et regrouper l'essentiel. Donc, les seules parenthèses que vous allez utiliser, et cela, il faut le faire, c'est une obligation, c'est le respect des règles, c'est les références aux documents, les références au texte. D'accord? Donc, vous devez faire les références au texte et idéalement, on met en référence une idée qui est utilisée dans plusieurs documents, y compris le document iconographique. Donc, en fait, on met entre parenthèses
document 3, 4 et 5, par exemple. Ou document 1, 4 et 5. OK? Donc ça, on le met entre parenthèses. Et plus une idée est utilisée dans les textes, plus c'est une idée importante. Moins une idée est présente dans beaucoup de textes, moins elle est importante, donc vous l'utilisez. Donc, idéalement, si vous pouvez, c'est une idée qui est présente dans les 4 ou 5 documents, puis dans 3 documents, puis dans 2 documents. Et si c'est utilisé que dans un seul document, soit vous utilisez en conclusion, soit c'est une idée annexe, c'est pas une idée extrêmement importante. Donc vraiment, à moins que ce soit essentiel pour vous de le citer, si c'est que dans un seul document, a priori, ce n'est pas le plus important. D'accord? Donc, pensez à sélectionner l'essentiel, qualité du français. Donc, relisez-vous, c'est très important de vérifier que la qualité de votre français euh, est là parce qu'on va vous noter aussi sur ça. D'accord? Euh, voilà, ça, ce sont les critères des correcteurs. Le document iconographique et le courrier pro, ça va être la qualité de l'anglais. Et je vous ai dit, c'est l'essentiel des points. Mais c'est aussi le respect des règles de présentation. Donc, vous allez avoir beaucoup de points sur le respect des règles de présentation et le respect du thème abordé, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous traitez bien du thème abordé dans cet élément-là? D'accord? Donc, si par exemple, pour le courrier, vous avez, on vous dit que c'est une réclamation, est-ce que vous respectez bien euh, euh, le thème de réclamation qui vous est donné? Et le respect des règles, ça veut dire que c'est plus ou moins 150 mots, et les présentations. Donc, je vous rappelle pour les présentations, donc par exemple, quand vous faites une lettre, vous devez bien mettre les éléments à la bonne place. Donc, si c'est par exemple un courrier américain, c'est tout au milieu. D'abord l'expéditeur, ensuite le destinataire, euh, ensuite la date, et après on va mettre sur les côtés objet, référence, et ensuite vous commencez votre texte. Donc les salutations, Dear Mister plus nom, ou Dear Sir ou Madame si vous ne savez pas le nom, Dear Sir or Madame, et dans ce cas-là, on signe Yours faithfully. Si c'est Dear Mr. plus non, c'est Yours sincerely. Donc ça, c'est des règles. Si vous ne les connaissez pas, allez regarder les éléments Fishben, puisqu'en fait, dans les modules Fishben, vous avez tous ces éléments-là qui vous sont présentés de façon courte, en 1 heure, concentrée, de façon à ce que ce soit le plus efficace possible pour vous. D'accord? Vous faites vos révisions avec ça et vous re-regardez ces éléments-là. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder les vidéos dont vous avez besoin, donc les vidéos méthodologiques, si vous n'êtes pas sûr de ces éléments. D'accord? Ensuite, euh, euh, on avance. Je vous donne mes pronostics sur ces éléments-là et après, avant de vous donner les éléments essentiels avant la fin, à vérifier le jour de l'épreuve quand vous serez à l'épreuve. D'accord? Moi, mes pronostics à moi, pour les raisons du moment où les sujets ont été faits. C'est social protection parce que c'est un élément qui est très important à l'heure actuelle. D'accord? Donc, la protection sociale, à mon avis, c'est un thème qu'il faut absolument revoir, que vous ayez les éléments pour pouvoir argumenter là-dessus sur un commentaire de document iconographique et que vous puissiez analyser les choses. J'essaie de me dépêcher pour que vous ayez quand même 15 minutes de questions. Euh, voilà, donc je me dépêche. Emerging countries, ça me paraît absolument euh, essentiel parce qu'il y a cette question, cette remise en question de ces pays qui pose question comme la Russie, en fait. Est-ce qu'on peut continuer à parler de la Russie comme un des membres des BRICS? Donc, si vous ne connaissez pas les BRICS, il faut les connaître. Donc, il y a eu pas mal de textes parce que c'était un pays émergent et on se pose des questions là-dessus parce qu'il y a des situations, des conflits, etc., etc. Donc, emerging countries, c'est un élément à connaître. Et bien sûr, la question de l'énergie, pareil. Pareil aussi avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine qui euh, rachète le gaz russe
pour nous le revendre à 2 fois le prix, etc., etc. L'Inde qui fait un peu la même chose. Donc, en fait, la question de la gestion des énergies, comment est-ce qu'on fait pour gérer avec le climate change, avec le changement climatique, ces éléments-là. D'accord? Donc, à mon avis, enfin, pour moi, ça va tomber sur l'un des trois. Euh, euh, Parce que ça reste des sujets d'actualité qui sont extrêmement importants. Donc, je vous conseille de relire ça. D'accord? Ensuite, euh, mes conseils le jour de l'épreuve, les derniers conseils. Quand vous arrivez en avance, bien sûr, toujours en avance, n'arrivez pas au dernier moment, ça crée du stress, etc., etc. Vous avez une épreuve de 3 heures, c'est pas la plus longue, donc arrivez avec 20-25 minutes d'avance, ça vous permettra de remplir vos en-têtes tranquillement avant le début de l'épreuve. Remplissez 3 copies, on ne sait jamais. D'accord? Si vous devez en déchirer une à un moment, vous demandez à avoir 3 copies. S'il en reste une, vous la rendrez à la fin, tant pis, c'est pas grave, c'est pas votre problème. Vous remplissez les en-têtes avant le début de l'épreuve. Vous commencez à numéroter en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, mais on ne sait jamais. Et vous remplirez les dernières parties des numéros après, c'est-à-dire le sur-temps, vous le remplirez au dernier moment. Ça, c'est des petits éléments, et ça vous fait gagner du temps. Une fois l'épreuve commencée, je vous conseille, c'est-à-dire une fois qu'on vous a remis le sujet, qu'on vous dit ça commence, vous écrivez sur vos brouillons des rappels. Des rappels, ce sont des rappels de relecture. C'est-à-dire, vous vous dites, vous allez, moi je vous donne cela, mais c'est à vous de le voir en fonction des erreurs que vous faites d'habitude. Donc, en anglais, vous allez marquer Zwomt. Zwomt, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler l'ordre des mots dans la phrase. Ou vous écrivez phrase simple. Si vous avez tendance à faire des erreurs de grammaire, marquez phrase simple. C'est-à-dire, vous faites sujet, verbe, complément. C'est tout. Un seul complément. Vous n'allez pas plus loin. Parce que vous éviterez les erreurs. Zwomp, ça veut dire sujet, verbe, objet, ça c'est COD ou COI, manière, place, ça veut dire lieu, et time. Ça, c'est l'ordre canonique de la phrase en anglais. Si vous arrivez à faire des phrases longues, très bien, vous les faites comme ça, vous vous arrêtez là. Euh, Si vous avez un bon niveau en anglais, vous pouvez faire des relatives. Mais ne vous trompez pas dans le who et which. Who, c'est plus humain, which, plus objet. Plus objet, ça veut dire que c'est à la caractéristique objet. Donc, on utilise who quand notre référent est un être humain. The girl uh, who is sitting next to your brother. D'accord? Mais the subject, which is the most important. OK? Ou the society, which is referred to here. OK? Donc, which, c'est quand on parle d'objet, quand le référent est un objet, ou quand on parle d'un être humain. Si vous avez des problèmes avec les pronoms, vous vous marquez sur votre brouillon pronom. Si vous avez tendance à oublier la S à la troisième personne du singulier, vous vous marquez S troisième personne du singulier. Si vous avez vous faites des erreurs avec les modos, vous mettez règle des modos, etc., etc. Donc, vous devez connaître vos propres difficultés, vos propres problèmes, ce qu'il faut que vous repreniez régulièrement. D'accord? Euh, Ça, c'est vous qui le savez. Donc, par exemple, si vous avez tendance à mettre des exemples dans votre note de synthèse, vous vous marquez sur votre feuille de brouillon pas d'exemple. Donc, vous n'utilisez pas les mêmes feuilles de brouillon pour ça. Vous avez utilisé une feuille de brouillon pour relire l'anglais, une feuille de brouillon pour relire le français. Vous marquez synthèse, pas d'exemple. Synthèse, référence texte entre parenthèses, etc., etc. Donc, vous devez vous dire, moi, j'ai un problème avec ça. Donc, je dois travailler dessus pour être sûr que ça fonctionne. OK? Parce que sinon, vous allez euh, avoir tendance à revenir à vos propres erreurs. Si vous avez des problèmes avec les pronoms, vous marquez bien euh, euh, she uniquement pour un être humain. Donc, vous ne me dites pas society. Voilà. Donc, ça, ce sont les éléments. Vous devez connaître vos propres erreurs. Vous devez le faire. Pour la mise en œuvre, euh, vous devez utiliser votre temps en fonction de vos points forts.
si vous parlez super bien anglais, si vous êtes bilingue, moi j'ai certains étudiants, ils parlent très très bien anglais. Autant gagner du temps. Donc vous faites du coup le commentaire de document iconographique en tout premier. Vous allez utiliser vos copies, vous n'allez pas le faire dans l'ordre ou voilà, vous allez commencer par le commentaire de document iconographique parce que vous savez qu'en anglais ça va aller très vite. Vous allez vous relire, vous allez le faire très vite. C'est pareil pour le courrier. Le courrier, vous savez que si vous parlez bien anglais, vous allez gagner des points et du coup gagner du temps là-dessus. Vous n'avez pas besoin de passer, du coup, vous aurez 2 heures à consacrer à la note de synthèse. Parce que vous pourrez aller très très vite pour faire une demi-heure sur le commentaire de document iconographique, une demi-heure sur la lettre. OK? Donc, vous le faites, ça c'est plié, vous êtes tranquille, vous vous relisez, vous faites même votre lettre en 20 minutes. Enfin, je veux dire, 150 mots, ça s'écrit vite. Si vous êtes bon en grammaire, si vous êtes bon en anglais. Si vous n'êtes pas bon en grammaire, euh, vous le ferez après et vous faites des phrases hyper simples. Vous faites sujet, verbe, complément, éventuellement, however, because, etc. Vous ne faites pas de phrases complexes. Ne faites pas de phrases complexes si vous n'êtes pas bon en anglais. Parce que nous, on est en France. En France, on part de 20 ou on part de 100 et on retire à chaque fois que vous faites une erreur. Donc, si vous faites des phrases complexes, on va vous sanctionner de vous être planté. Alors que si vous faites des phrases simples et que vous ne pouvez pas vous tromper, vous mettez votre sujet, I can see um, a bear. Point. The bear represents uh, the people feeding on the work of others. Facile. Vous voyez que c'est des phrases faciles. Donc, vous faites que des phrases faciles. Et on ne peut rien vous reprocher tant que vous n'oubliez pas vos S à la troisième personne du singulier, que vous ne mettez pas de tout après un modal, etc. Donc, que vous gardez en tête la règle des modaux, c'est facile. D'accord? Euh, voilà. Donc, aussi, et après, vous aurez, si vous êtes bon en anglais, vous utilisez ça. Si vous savez pas bien vous expliquer en anglais, vous faites des phrases simples et vous consacrez plus de temps à la note de synthèse. Dans l'utilisation des brouillons, vous n'oubliez pas que vous ne rédigez pas tout votre texte au brouillon intégralement. Vous utilisez votre introduction, éventuellement votre conclusion, mais ne perdez pas de temps à recopier des brouillons. Vous n'avez pas le temps pour ça. D'accord? Ensuite, les incontournables. Donc, en fait, là, on est là-dessus. Donc, vous faites votre mise en œuvre. Donc, en reprenant donc l'affiche compréhension de texte qu'on a mis, comment améliorer la compréhension de texte, utiliser le paratexte pour faire des hypothèses. Donc, ça, je vous le dis. Alors, Fishben prévoit de faire ça pour ceux qui ont des problèmes, des modules plus pour développer ces capacités de compréhension écrite sur ces éléments-là. Et aussi en oral, pour le DSCG, vous avez aussi cette possibilité-là. Une fois que vous aurez validé votre DCG, vous pouvez faire les modules Fishben pour le DSCG pendant l'été, qui vous permet de faire ça en accéléré, ce qui vous permettrait de passer l'épreuve d'anglais très rapidement dès la rentrée. Ça, c'est plutôt à faire si vous avez déjà une certaine compétence en anglais, si vous savez le faire. Sinon, vous allez avoir des modules de améliorer votre production orale, améliorer votre compréhension orale, etc., qui vont être faits et que vous pourrez compléter là-dessus de façon à être prêt l'année d'après pour le DSCG. Si vous êtes déjà bon en anglais, profitez de ça parce que vous pouvez faire un format accéléré, tout le programme de DSCG, c'est moi qui le fais, en accéléré, qui va vous permettre de préparer cette épreuve de DSCG dès novembre prochain de façon accélérée et de pouvoir avoir de bonnes notes parce que en anglais, si on a bien préparé, on peut avoir de bonnes notes. D'accord? Mais il faut travailler. Donc, il faut travailler ces modules, les écouter, les travailler. Donc, vous reprenez ça, compréhension globale sur votre texte, pour bien travailler votre compréhension de texte, compréhension globale en établissant la situation d'énonciation, comprendre les idées principales de chaque paragraphe, analyser les phrases, analyser les mots, puis ensuite structurer votre synthèse,
et vous relire dans les deux langues. Ça, c'est ce qu'il faut faire absolument. Normalement, il vous reste 10, 15 minutes pour poser des questions. J'écoute vos questions, s'il y en a. Je regarde s'il y a des questions qui arrivent ici. Non. Oui, oui. Alors, euh, oui et non. Disons qu'en fait, moi aussi, quand je compte, en fait, ce que je fais, c'est que je compte les trois premières lignes, après je compte une ligne au milieu, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je fais une moyenne. Moi aussi, je sanctionne une moyenne. Euh, 20% en plus, oui, on sanctionne. Oui, mais disons qu'en fait, ça dépend des académies. Euh, Généralement, on fait une moyenne. Disons qu'en fait, si vous faites une moyenne et que vous êtes à plus 20%, on considère que vous avez triché. C'est-à-dire qu'on considère que vous nous mentez, ça s'apparente à de la tricherie. Donc, du coup, euh, si vous décidez de faire une moyenne euh, de mots, arrangez-vous pour que voilà, ce soit la même règle que nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on prend les deux, trois premières lignes, on voit combien vous mettez de mots par ligne. Ensuite, on regarde en milieu de texte combien vous avez fait. Et du coup, on fait une moyenne aussi en comptant le nombre de lignes. Voilà. Alors, je vais redonner là-dessus. Donc, voilà pour les. Donc, en fait, si on se trompe de beaucoup, c'est sanctionnable. Donc, en fait, si votre moyenne, elle est à 250. Quand vous partez de la moyenne que vous êtes à 250, vous avez une marge de manœuvre qui convient. Si, quand vous faites votre moyenne, vous êtes à 270, je vous conseille de relire vos mots de façon exacte et d'en supprimer certains. Parce que là, c'est tangent. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, si on est bon en anglais, on fait l'anglais en début parce que ça va vous faire gagner du temps. Euh, si vous n'êtes pas bon en anglais, c'est-à-dire que vous avez tendance à faire des erreurs de... Concentrez-vous sur à faire des erreurs de grammaire, consacrez-vous sur la synthèse, faites bien votre synthèse, et ensuite, vous passez à l'anglais en faisant des phrases hyper simples. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez tout sur la structure. Vous faites des phrases hyper simples, parce qu'en fait, on ne peut rien vous reprocher. Si vous dites, si vous dites I like chocolate, which is the best food that I have ever had in my life. La probabilité pour que vous oubliez que vous trompiez sur le pronom, donc que vous mettiez who à la place de which, que vous n'utilisiez pas le présent perfect, etc., etc., est forte. Si vous me dites, donc en fait, vous allez perdre des points à cause d'une mauvaise grammaire. En revanche, si vous dites I like chocolate, point. Chocolate is very good, point. Uh, I can eat chocolate all day. Point. Vous ne pouvez pas faire d'erreur de grammaire. Enfin, normalement, si vous faites 7 ans d'anglais, vous ne pouvez pas faire d'erreur de grammaire avec ça. Donc, vous relisez tranquillement, etc., etc. C'est pas merveilleux, c'est pas fantastique, mais on ne peut pas vous le reprocher, on ne peut pas vous retirer des points puisque vous n'avez pas fait d'erreur de grammaire. Donc, vous allez avoir tous vos points de grammaire. OK? Donc, faites des phrases simples. En deuxième, vous le faites en deuxième, et vous savez que vous n'allez pas partir dans des grandes. Vous dites I can see a man. Point. The man wears a suit. Point. Etc. Etc. This can be construed as meaning that he is rich. OK, voilà. Donc ça, c'est de l'interprétation. Voilà. Et donc, vous faites que des phrases simples. Pour le plan. Dans le plan, là, en fait, vous avez 250 mots. Donc, vous n'allez pas faire des plans hyper compliqués. Vous allez dire, dans une première partie, ne vous fatiguez pas. En fait, en anglais, enfin, dans l'épreuve d'anglais, c'est une note de synthèse. Vous allez être hyper factuel. Vous allez plutôt dire, ma problématique, c'est ça.
il est intéressant de s'intéresser, de voir que ou ce document, ces documents ou cet ensemble documentaire met en avant l'importance de, pour le démontrer, nous allons voir dans une première partie l'aspect économique, dans une deuxième partie l'aspect social. Point. Pas se fatiguer sur les plans. Oui, alors ça, c'est ce qu'on explique alors, dans les modules Fishben que j'ai mis en avant. Je vous fais travailler sur ce qu'on appelle l'inférence. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots. Vous devez comprendre les mots essentiels. Et beaucoup de mots, vous pouvez les déduire du contexte. Si vous partez du principe que c'est un nom, ben vous allez vous dire ça doit être ça. Si vous partez du principe que c'est un verbe, ça sert à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots pour comprendre le texte. L'important, c'est de comprendre globalement. Et si c'est un mot essentiel, eh ben, je vous fais des travaux dans les fiches Fishben, justement. C'est des activités où en fait vous utilisez ce qu'on appelle la dérivation et la composition pour comprendre le sens de mots essentiels. Si vous utilisez ça, de façon générale, vous arriverez à comprendre le plus important dans les mots, dans les textes. Alors, relire la question, oui, d'accord. Il faut formuler une question pour la problématique. Oui, il faut formuler. Non, c'est pas forcément sous forme de question une problématique. Je sais qu'en fait, euh, en, euh, en philosophie, la problématique était toujours en question. Donc en fait, vous avez gardé ça. Euh, En littérature, on aime plutôt démontrer quelque chose. Et moi, en plus, je suis civilisationniste, donc en civilisation, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit cet ensemble documentaire euh, met en avant que euh, la télémédecine n'est pas une panacée, par exemple. C'est pas une solution universelle. Ou cet ensemble documentaire nous fait nous poser la question de l'utilité de par exemple. C'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Donc, si vous voulez le faire sous forme de question, parce que vous êtes plutôt habitué à ça, faites-le sous forme de question. Mais si vous voulez être plus incisif, euh, il va falloir le présenter, l'affirmer. Alors, donc si on fait une moyenne et qu'on a mis genre 250 mots, mais qu'au final, en comptant, on est dans les 10%, c'est OK. Oui, exactement. Euh, Supprimer des mots, c'est compliqué quand le texte est déjà écrit sur la copie. Euh, et oui, mais on n'a pas le temps de tout mettre au brouillon. L'autre solution, ce serait de tout mettre au brouillon et on perd du temps. Oui. Du coup, ça fait aussi partie des éléments que je mets en avant, c'est-à-dire qu'en fait, je fais des activités compression, augmentation, expansion. Si vous avez des mots à supprimer, il y a la règle, c'est par exemple, on supprime les adjectifs les adverbes. C'est des très bons mots à supprimer. Donc en fait, bah oui, on va mettre un peu de blanco, on va mettre, etc., etc. En fait, on va effacer des mots, euh, mais généralement, euh, on n'est pas à 400 mots de différence, enfin, on n'est même pas à 20 mots de différence. Donc, supprimer 10, 15 mots, avec en disant, bah, tiens, je vais supprimer les adjectifs. Ça fait partie des ateliers qu'on a mis en place avec Fishben. Donc, en fait, si vous avez du mal là-dessus, bah, allez là-dessus en disant, bah, étendre un texte, donc rajouter des mots, supprimer des mots. Il y a des techniques, et comme vous en avez généralement 10, 15, bah, c'est plutôt à ça que vous êtes. Alors après, A, et aussi, est-ce qu'on peut compter les petits mots genre de, A, L apostrophe? Oui, ça compte. Alors, je sais, la définition d'un mot, c'est un, c'est un noir significatif entre deux blancs typographiques. Je vous donne la définition exacte. C'est un noir significatif entre deux blancs typographiques. Donc, A, c'est
significatif entre deux blancs typographiques. Donc, ça veut dire que le L apostrophe, c'est un mot. Le 2, c'est un mot. L'avantage, c'est utiliser des abréviations. Les abréviations deviennent un seul et même mot. Donc, du coup, ça veut dire que quand bon, si par exemple vous avez des expressions qui sont longues, vous les mettez une première fois, la responsabilité sociale de l'entreprise, et vous mettez entre parenthèses RSE, ça c'est voilà le significatif, et du coup vous le reprenez comme ça. Euh, alors, c'est sur la grammaire. Bon, en fait, nous, on a une division. C'est-à-dire qu'en fait, on a division de points sur la grammaire, une division de points sur les idées. Les divisions de points sur les idées, c'est pas le plus important. Donc, en fait, sur la grammaire, on part de la note maximale et on retourne et on enlève. D'accord? En vous disant qu'en fait, si on comprend pas, si votre grammaire est mauvaise, on ne comprendra pas vos idées. Donc, il vaut mieux faire des phrases simples qu'on va comprendre, et même sur le vocabulaire aussi. On va faire des phrases simples qu'on comprend. Et du coup, voilà. Donc, on part sur cet élément-là. Est-ce qu'on compte les points? Non, les points ne comptent pas, en revanche. Les points ne comptent pas. Euh, Entre parenthèses, vous n'en faites pas, sauf pour mettre les références au texte. Donc la question ne se pose pas. Il n'y a pas de parenthèse en synthèse, sauf pour mettre les références au texte. Donc, pas de parenthèse, jamais. Sauf les références au texte. Et ça, les références au texte, on ne les compte pas. Ça, vous mettez doc, quand vous mettez entre parenthèses doc 4, 5, 6. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais ça, c'est du coup, très bonne question, Taylor. Euh, on, euh, on ne dit jamais, on voit dans le document numéro 4, ça jamais, parce que ça va, un, vous coûter des mots, et ça, ce sont des phrases qui n'apportent rien au niveau des informations. Or, vous avez que 250 mots, donc vous voulez mettre le plus d'items possible du texte, donc vous devez faire les choses. Donc, en fait, non, on ne compte pas l'entre parenthèses, mais à part pour mettre référence au texte, document 4, 5, 6, vous ne mettez pas de parenthèses. D'accord? C'est interdit. Le plan, c'est intro, annoncer le plan, cause, solution, conclusion. Alors, non, pas cause, solution. Ça, c'est un très mauvais plan. Je suis désolée de vous le dire. En anglais, c'est un très mauvais plan parce que ce sont des faits de société. Si vous aviez les solutions pour régler ces faits de société, euh, vous seriez au ministère et pas en train de euh, passer votre DCG. Donc, votre introduction, c'est euh, euh, phrase d'accroche si vous le pouvez. Sinon, c'est le thème abordé. Le dossier traite de ma, euh, ce dossier m'amène à développer la problématique suivante. Il pose la question des liens entre euh, les pays émergents et euh, euh, l'économie mondiale, par exemple. Ah, je finis sur ça et je lis la question, oui. Euh, Ensuite, je fais mon plan. Donc, mon plan, c'est plutôt, si vous voulez un plan bateau, qui euh, n'est jamais une bonne idée, mais un qui fonctionnerait systématiquement, ou qui fonctionne dans, allez, 80% des cas, ce serait plutôt aspect économique, aspect social, pas cause-solution. Parce que cause-solution, c'est vouloir revenir à votre tendance binaire. Donc, aspect économique, aspect social. Donc là, par exemple, ça crée tel problème, mais en même temps, ça règle tel problème. D'accord? Là, ça peut passer. OK? Donc ça, vous faites votre va-et-vient dans votre partie aspect économique. Sur le plan économique, si vous voulez absolument votre cause, ça cause tel souci, mais en même temps, ça crée pour l'économie. Voilà, donc par exemple, sur les pays émergents, euh, la délocalisation euh, pose tel problème euh, parce que la délocalisation crée une suppression d'emplois peu qualifiés, mais en même temps, ça pousse les gens à être plus inventifs et donc ça crée des emplois plus qualifiés et donc mieux rémunérés. Voilà.
Donc ça, ce serait plutôt. Et après, votre conclusion. Oui. Euh, d'accord? J'avance sur la question. Si les abréviations sont possibles, ça, c'est pas du tout un problème. Donc, on disait, je pensais que c'était pas possible d'utiliser des abréviations, mais les abréviations sont possibles. Je reprends parce que j'ai pas lu la question. C'est le plan, c'est intro, annoncer le plan, cause, solution, conclusion. Euh, c'est pas une traduction, hein, c'est pas une traduction, c'est une note de synthèse en français. Note de synthèse. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va synthétiser grâce à un tableau synoptique toutes les idées qui sont dans le texte. Je vous ai donné le modèle du tableau synoptique. Vous mettez ça en avant et vous regroupez les idées qui vont ensemble et vous opposez les idées qui s'opposent. Euh, et du coup, à partir de ça, vous allez faire une synthèse sur l'élément. D'accord? Et donc, l'élément, d'accord. Et en dehors de la grammaire, vous fonctionnez normalement. Attendez, je lis là. Vous fonctionnez, vous ajoutez, c'est-à-dire, on part de zéro et vous ajoutez des points. Non, ça ne fonctionne jamais comme ça. En France, ça ne fonctionne jamais comme ça. En France, on ne part jamais de zéro et on ajoute des points à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon. En fait, en France, on part d'un corrigé qu'on a en arrière-plan. Ça, je veux dire, je noterai dans les pays scandinaves où j'ai travaillé, je noterai en Angleterre, effectivement, on partirait de zéro. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Mais nous, on est en France. En France, euh, on a une idée qui est que on attend tel ou tel élément essentiel. Si on n'a pas ces éléments essentiels, on vous retire des points. Voilà, on a des grilles synoptiques où en fait on vous classe, on dit, euh, on part du niveau 4, c'est l'idéal. Donc, a fait une analyse pertinente et structurée dans une langue hyper recevable, etc. Et chaque fois que ça ne va pas, on descend de niveau. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. OK? Alors, phrase accroche. Le dossier traite de. Ce dossier m'amène à traiter la problématique suivante. Oui, tout à fait. Plan aspect économique puis aspect social. Euh, ça crée tel problème, mais ça règle en. Alors, non, justement. Voilà. C'est-à-dire, on reste toujours dans le même. Ça crée tel problème en économie et ça crée. Je finis Donc, par exemple, sur un plan économique, ça crée, ça supprime des emplois, ce qui produit du chômage, mais ça en crée d'autres plus qualifiés, comme ça. Sur l'aspect social, donc après, dans l'aspect social, ça, alors, là, on est, bon, par exemple, sur les pays émergents, sur l'aspect social, euh, on est dans une situation où, en fait, ça remet en question notre système de redistribution sociale parce que euh, dans un pays où, en fait, on a un chômage de masse, parce qu'on a fait partir les emplois peu qualifiés dans les pays émergents, eh bien, en fait, les gens sont obligés de vivre de minima sociaux. Ça, c'est l'aspect social. Donc, ça remet en question notre distribution sociale. Mais euh, ça pousse à créer de nouvelles façons d'interagir en société, par exemple. Voilà. Ou sur l'aspect social, on sera plus négatif, parce que sur l'aspect social, on va avoir des choses qui sont, par exemple, euh, sur l'aspect social, les individus sont en train de remettre en question le modèle social et donc, par exemple, seraient pour une redistribution moins importante parce qu'ils ont peur des fraudeurs à longueur de temps et on a peur des fraudeurs et des passagers clandestins. Alors, je reviens, voilà. Euh, voilà, voilà, exactement, c'est ça. Ça pose tel problème, mais en même temps, blabla. Exactement, c'est un peu l'idée. Donc, alors, pour Madame, pour le plan des synthèses, est-ce qu'on fait un bloc tous les documents et on fait principal et important? Je ne comprends pas la question. Il faut me la réexpliquer. Pour la synthèse, on essaye de regrouper au maximum les idées. C'est-à-dire qu'en fait, normalement,
Euh, les idées les plus importantes, elles sont présentes dans tous les documents, ou au moins dans 4 documents. C'est ça la question. Et donc, en fait, on va devoir essayer de se dire, les idées les plus importantes, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire comme problématique avec ces idées qui sont les plus importantes? Puis ensuite, les idées présentes que dans 2 documents, voire un document, je les case seulement si je peux. Voilà, dans mes parties. Le tableau synoptique, je le mets dans le module UE12. Vous l'avez dans la méthodologie. Voilà. Euh, donc, en fait, un tableau synoptique, c'est de dire document 1, vous mettez dedans, vous dites euh, euh, document 1, date, source, pays concerné, et après ID 1, ID 2, ID 3, et puis après, ainsi de suite.